Tania. Bonjour. Alors, nous avons invité Tania Brasseur parce qu'elle est spécialiste de gastronomie et elle a écrit un livre très intéressant qui s'appelle L'absinthe. Alors, j'ai déjà dévoilé un peu le sujet, l'absinthe. Mais pourquoi appelle-t-on l'absinthe la fée verte, Tania? Alors, l'absinthe, on l'appelle la fée verte. Et là, quand on parle de la fée verte, on parle de la boisson absinthe, hein, parce que l'absinthe, ça peut aussi désigner une plante. On l'appelle la fée verte. Apparemment, c'est l'écrivain Oscar Wilde qui lui a donné ce nom, parce qu'il faut savoir que l'absinthe, au 19e siècle, était une boisson très appréciée des artistes, peut-être parfois même trop appréciée, parce qu'elle a peut-être fait aussi quelques dommages de ce côté-là. En tout cas, elle était réputée inspirer les artistes. Et Oscar Wilde l'a appelée la fée verte. Mais alors, c'est la fée ou le diable? Ah, très bonne question. Les deux, mon général, j'allais vous répondre parce que ça a été à la fois effectivement une boisson, voilà, inspirante, qui était d'ailleurs même au départ un médicament, figurez-vous. L'apéritif absinthe, c'était quand ça a été distillé la première fois dans le Jura suisse, dans le Val de Travers. C'était de l'extrait d'absinthe. Ça contenait déjà d'autres plantes, mais principalement de l'absinthe, et c'était un remède. Et c'est petit à petit que c'est devenu une boisson d'agrément, petit à petit que c'est devenu un apéritif. Alors, vous dites, Et au fil du siècle, en fait, pour en arriver au diable, eh bien, l'excès d'alcool n'étant jamais recommandé, mais pour plein d'autres raisons aussi, parce que c'est vrai que euh, il y avait un vrai problème aussi d'alcoolisme qui s'est posé surtout voilà, dans la deuxième partie du 19e siècle. Eh bien, l'absinthe, d'une certaine manière, a été la boisson sur laquelle se sont concentrées toutes les foudres anti-alcooliques, doublé d'ailleurs des vignerons qui n'étaient pas très contents de voir la concurrence de l'absinthe. Et puis l'absinthe elle-même, sa qualité avait tendance à baisser parce que elle devenait de moins en moins chère. Et c'est vrai qu'elle est devenue mal vue, elle est devenue, de fait, elle est devenue sorcière. alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur, je sais pas, sur un détournement de plantes médicinales, encore un, après le tabac, l'absinthe, l'absinthe qui effectivement au départ est une plante digestive, apéritive, et qui est devenue vraiment un fléau. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur l'absinthe? Alors, mais d'abord, c'était intéressant quand même de revenir à ce que j'appelle le berceau de l'absinthe ou le pays de l'absinthe, parce que moi-même, j'habite en Suisse, hein, je suis franco-suisse, comme on dit. Et ben, on pourrait dire que l'absinthe aussi. C'est-à-dire que l'absinthe a été distillée la première fois, comme je le disais, dans le Val de Travers en Suisse, hein, à la fin du XVIIIe siècle. Et ensuite, très vite, pour des raisons d'ailleurs de taxes douanières, comme quoi ça date pas d'aujourd'hui, la production d'absinthe s'est exportée vers Pontarlier, de l'autre côté de la frontière, en France. Et c'est de là, en fait, que l'absinthe a pris son envol et qu'elle est devenue par la suite la boisson nationale française. Alors, vous nous inquiétez parce que dans votre livre, vous dites, autant ça a été un fléau, mais surtout par la quantité d'alcool que contenait la liqueur. C'était en fait ça qui faisait son danger, plus que la tuyonne, plus ce composant qui a été accusé de tous les maux. Mais vous nous dites, mais maintenant, c'est open bar, on peut reprendre de l'absinthe comme on veut, alors on risque rien. Bah, comme tout autre alcool, je dirais. Je veux dire, l'alcool, pour l'instant, est encore libre d'accès. Est-ce qu'on risque rien? Alors, vous avez évoqué la tuyaune. En tout cas, de ce côté-là, peut-être qu'il faut dire en deux mots ce que c'est. C'est une substance contenue dans l'absinthe qui est considérée comme un neurotoxique et qui faisait que, à l'époque, on disait que l'absinthe rendait fou.
Et certes, l'absinthe, plante et donc effectivement l'alcool aussi contiennent une dose de thuone, qui d'ailleurs est contrôlée par la loi. Mais de toute façon, pour atteindre les doses neurotoxiques, il faudrait boire 70 litres d'absinthe. Et autant dire qu'on serait déjà mort d'un coma éthylique avant. Donc de ce côté-là, on est tranquille. À fois, oui, c'est un alcool fort. Moi, je pense il a cet avantage d'être dilué dans de l'eau. Donc, on peut aussi le réguler à sa propre, comment dire, quand on le boit, il est forcément moins fort, mais bien sûr, ça reste de l'alcool. Alors, il y a une exposition en ce moment à Paris sur Van Gogh. On a beaucoup argumenté en disant que peut-être que la consommation exagérée effectivement d'absinthe avait entraîné des visions ou des hallucinations chez Van Gogh qui lui faisaient voir les couleurs différemment. Alors, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et puis, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, parce que dans l'absinthe, il y avait aussi ce cérémonial, comme un peu pour le thé, hein, la cérémonie du thé. Il y avait la cérémonie de l'absinthe. C'était quoi exactement cette cérémonie, entre guillemets, de l'absinthe? Alors, c'est une certaine manière, effectivement, de consommer l'absinthe qui fait qu'elle a aussi un charme particulier, ou qu'elle avait, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, alors, on le fait encore, mais dans les régions où on consomme plus régulièrement de l'absinthe, ça se fait un petit peu moins. C'est le fait de donc l'absinthe, vous versez de l'absinthe dans un verre. En général, c'est un verre à absinthe, donc un fond environ 3 centilitres. Et puis ensuite, vous faites couler de l'eau d'une fontaine à absinthe. On appelle ça fontaine à absinthe, mais en fait, il y a de l'eau dedans, hein, de l'eau très fraîche. Et à l'époque où les absinthes étaient sans doute encore plus amères qu'aujourd'hui, on utilisait une cuillère à absinthe, vous savez, des très belles cuillères ouvragées, et puis dessus on posait un morceau de sucre et on faisait tomber l'eau presque goutte à goutte, en tout cas en très fin filet, et le sucre se dissolvait et passait à travers la cuillère et puis sucrait l'absinthe. Et l'absinthe, en même temps, bah, c'est ce qu'on appelait troubler l'absinthe, c'est-à-dire que l'absinthe, qui est un liquide au départ vert ou blanc, suivant qu'on boit une absinthe verte ou une absinthe blanche, eh ben, se trouble comme un pastis. Voilà. Et ça, effectivement, c'était la tradition. Est-ce qu'on peut dire, vous comparez ça à une tradition, au thé, et c'est très intéressant parce qu'on ne sait pas très bien d'où vient cette tradition, mais beaucoup d'historiens font le rapprochement avec le thé à la menthe consommé en Afrique du Nord. Il faut savoir que si l'absinthe est devenue ce qu'elle est devenue, c'est en grande partie grâce, si on peut dire, hein, grâce à l'armée, car au départ, comme on le disait, l'absinthe, c'était un médicament et qui servait aussi à désinfecter, qui avait aussi cette propriété, comment dire, antiparasitaire. Et les soldats de l'armée coloniale française, et notamment lors de la campagne d'Algérie, ont emmené avec eux euh, de l'absinthe. Ça faisait partie du pactage, si je puis dire. Et c'est là-bas, en fait, qu'ils se sont qu'ils ont pris goût à l'absinthe, d'abord pour des raisons médicales, mais ensuite, ma foi, que c'est devenu aussi une sorte de plaisir. Et peut-être qu'effectivement, cette façon de consommer l'absinthe avec un sucre, en versant l'eau de très haut, eh ben, peut-être que c'était une sorte de, comment dire, de miroir, de réplique de la façon dont on consommait là-bas le thé vert. Et ben voilà, ben je crois que on a ouvert la fontaine à absinthe, mais pour en savoir plus, je crois qu'il faut lire votre livre, qui s'appelle pas d'ailleurs l'absinthe, qui s'appelle Absinthe. C'est-à-dire que vraiment, vous avez donné cette connotation personnelle, hein, on le montre donc aux éditions helvétiques.
voilà, absinthe. Et donc, où on saura tout à la fois du Val de Travers, ou même pendant la période de prohibition, on n'a jamais produit autant d'absinthe que maintenant. Enfin bon, et on verra, on en saura beaucoup plus sur l'absinthe, et on va découvrir pour certains ce qui est encore effectivement une histoire de détournement d'une plante médicinale. Cela dit, quand on la prend en infusion, elle est vraiment amère, l'absinthe, hein. Ah oui, alors je suis tout à fait d'accord. Il faut la mélanger avec d'autres plantes. Mais je dois vous dire que c'est aussi une forme d'amertume à laquelle on s'habitue. Donc aussi, il y a des gens qui sont peut-être plus ou moins sensibles à ça, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous connaissez l'adage de Paracels, qui était un médecin suisse d'ailleurs, hein, qui a Mhm. expliqué que tout ce qui est la bile est amère, tout ce qui est amer est bon pour la bile. C'est la Exactement, nature. c'est exactement, et c'est pour parler d'une autre grande phytothérapeute, Hildegard de Bingen, elle attribuait même des vertus, comme je l'explique dans le livre, des vertus antidépressives à l'absinthe. Donc, ce qui, d'une certaine manière, rejoint Et ce que vous dites. je vais pas dire que c'était grâce à ça qu'elle avait des visions. Alors ça, ma foi, je n'y étais pas. Je ne pense que en tout cas, ce n'était pas dû seulement à l'absinthe. On dira ça comme ça. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Tania. Et votre livre est très intéressant, vraiment très fondé et très historique. Et on reconnaît bien là votre goût presque professionnel pour tout ce qui est Oui, alors gastronomique et historique, hein. ce que je voudrais quand même rajouter, c'est que j'en ai fait un livre, comme vous le disiez vous-même, un peu assez personnel. C'est-à-dire, je parle quand même. Moi, j'aime raconter des histoires. Donc, moi, je prends le lecteur avec moi et je pars à la découverte de l'absinthe parce que finalement, au départ, moi, je n'en savais pas grand-chose de l'absinthe. Et donc, j'emmène le lecteur avec moi pour découvrir justement ce produit à travers l'histoire de la plante jusqu'à la boisson, en passant par cette fée verte qui a marqué notre histoire à tous. Et vous vous êtes même sacrifié puisque à la fin, vous goûtez plusieurs fois l'absinthe. Exactement, mais c'était pas un sacrifice. Mais comme je l'expliquais, justement, au départ, j'étais sous un traitement médical qui m'empêchait de boire de l'alcool. Donc, elle s'est laissée désirer très longtemps, cette absinthe. Mais après, effectivement, après, je l'ai goûtée dans différents cadres. Et comme je le raconte dans le livre, voilà, pour partager aussi cette découverte-là. Voilà, donc on peut prendre de l'absinthe avec modération, mais on peut prendre de l'absinthe et prendre du plaisir à prendre de l'absinthe et à redécouvrir son histoire d'une mal-aimée en quelque sorte. C'est une boisson conviviale. C'est une boisson qui ne se boit pas seule. Donc ça aussi, d'ailleurs, vous voyez sur ces fontaines, il y a toujours plusieurs robinets. C'est une boisson de la convivialité et donc de la joie. Et de ce fait-là aussi, ben, peut-être qu'on en abuse moins. Je sais pas. C'est peut-être une Eh façon de ben, voir les merci choses. beaucoup, Tania. C'est une belle conclusion. Et n'hésitons pas à prendre de l'absinthe, mais en infusion de préférence, si on peut, et puis éventuellement de temps en temps, avec le plaisir de le prendre entre amis avec un peu de liqueur. Ou alors en l'utilisant dans la cuisine, parce que je pense qu'avoir une bouteille d'absinthe qu'on boit de temps en temps, mais qu'on utilise aussi en cuisine. Il y a quelques recettes de chefs que j'ai mis à la fin qui ont créé des recettes pour moi. C'est aussi une belle façon d'utiliser l'absinthe et Et ses ça rendra vertus. la cuisine encore plus digeste. Voilà. Merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.